Il y a quelques années, j'étais Solutions Architect et il y a un client qui m'avait demandé de tester une nouvelle fonctionnalité de Cilium. Alors peut-être vous la connaissez, certaines, c'est des fonctionnalités pour annoncer les IP de load balancer sur du L2, sur de l'ARP. Et la fonctionnalité, elle n'était pas encore sortie. Alors bon, cette fonctionnalité, elle était dispo quelque part, elle était sur un dépôt de code, elle était sur GitHub. Seulement, c'était sur une branche de code, il y avait une pull request. Et puis, la réponse classique, ça aurait été, OK, on va monter un cluster Kubernetes chez vous, chez le client. On va installer Cilium, on va mettre à jour avec les images qui viennent de la pull request. Et puis ensuite, si on doit faire une itération, on va récupérer la nouvelle version, etc. et faire une boucle. À la place, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un lien. Je lui ai envoyé une URL. Et cette URL, c'était une URL pour accéder à un lab. Et donc, il a pu ouvrir l'URL dans son navigateur, cliquer, tester la fonctionnalité avec des explications de la fonctionnalité et des commandes sur comment vérifier que ça marchait et comment est-ce que c'était censé se comporter. Ce lab, il était basé sur la pull request. Et puis, on a fait quelques allers-retours. Ces allers-retours, ça a permis de valider la fonctionnalité, peut-être de corriger certaines choses. Ça a impacté la pull request elle-même. On a ajusté. Et puis, quelques semaines plus tard, la pull request a été mergée dans Cilium et le lab que j'avais construit pour le client, il a été rendu public avec la nouvelle version de Cilium qui incluait la fonctionnalité. Ce lab public, il est devenu un lab utile en marketing, utile pour la communauté, utile pour l'onboarding des équipes, utile pour les partenaires. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris que les labs, ce n'est pas vraiment un support de formation, c'est plutôt un artefact produit et qu'il faut les traiter comme un artefact produit. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment cette manière de penser les labs nous a permis de faire une quarantaine de labs aujourd'hui et de les maintenir avec plus de 100 000 sessions sur les 4 dernières années et de faire en sorte que ces labs ils continuent à vivre, qu'ils continuent à être mis à jour et continuent à avoir de la qualité sans que tout casse au bout de quelques semaines ou quelques mois. L'idée principale, c'est ça, c'est qu'un lab, c'est un artefact produit, ce n'est pas un contenu de formation. Alors, je suis Raphaël Pinson, je suis Technical Marketing Engineer, donc ça veut dire que je travaille à la partie évangélisation, on va dire, de nos produits chez Isovalent, qui fait maintenant partie de Cisco. Je travaille principalement donc, sur Cilium, Tetragon, tout ce qui a à voir avec l'intégration dans Kubernetes et au-delà maintenant, et je suis également ambassadeur CNCF depuis quelques années. Ça va faire 4 ans que je suis chez Isovalent et que je me suis focalisé sur les labs. Alors quand je suis arrivé, il y avait déjà quelque chose en place. Mon manager actuel avait déjà construit 2 labs. Il y avait à peu près 150 sessions qui avaient été lancées, c'était tout neuf. Puis j'avais beaucoup de temps pour faire des choses. J'ai commencé à prendre des tutos qui existaient et à les transformer en lab. Donc en 2022, on a fait 16 labs avec 6000 sessions à peu près. On a commencé à faire une idée de badge, j'en reparlerai après. 2023, on était à 26 labs et 33 000 sessions. On a commencé à faire un petit peu des événements, des webinaires autour de ces labs. 2024, 33 labs, 42 000 sessions. Et puis là, fin 2025, on était à 42 labs et environ 33 000 sessions dans l'année. Donc on est autour de 120 000 sessions aujourd'hui. Et j'aime bien l'idée de dire finalement, ce qu'on a construit, c'est l'idée d'avoir un workshop permanent où n'importe qui peut rentrer et faire le sujet qui l'intéresse, regarder hands-on pratiquement le sujet qui l'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur cette plateforme? Pour moi, déjà, c'est qu'une plateforme de lab, ce n'est pas un lab. Alors, ça peut paraître évident, mais c'est vrai que quand on construit un lab, souvent, on est sur l'idée de dire je vais faire une démo. Ma démo, j'en ai besoin pour la semaine prochaine, et puis elle va durer une semaine, peut-être qu'elle va durer un mois, et puis après, on verra. On prévoit rarement des labs vraiment sur la durée. Comment est-ce qu'on fait pour prévoir des labs qui vont tenir des mois, qui vont tenir des années? Il ne faut pas y penser comme des labs, il faut y penser comme une plateforme de production. Donc c'est de la production. Un lab en production, c'est de la production. Et si on ne le traite pas comme de la production, conceptuellement, c'est déjà cassé. Et ça ne touche pas que à la partie DevRel marketing, puisque comme j'ai dit, ces labs, ils peuvent être utilisés pour de l'onboarding, ils peuvent être utilisés pour de la formation de clients, de partenaires, etc. Donc si on le traite comme un artefact produit, ça fait partie du produit lui-même et de la formation autour du produit. Alors de quoi on va parler aujourd'hui?
On va parler d'automatisation et de reproductibilité, de qualité et de maintenance. Et puis la dernière partie, je garde un peu en surprise, c'est la partie la plus importante pour moi. Je n'ai pas forcément envie de la révéler tout de suite. Donc commençons par l'automatisation et la reproductibilité. Je pense que vous avez dû voir le graphe que j'ai fait, là, le petit 8. Évidemment, c'est la boucle DevOps. C'est l'idée que si c'est de la prod, ça doit être traité comme de la prod avec les principes qu'on connaît dans le monde DevOps. Donc sur cette première partie, on va parler de code, on va parler de build. Le test, je laisserai pour un peu plus tard. On va parler de la partie release, deploy et opération. C'est la partie finalement automatisation et reproductibilité. Si un lab est un artefact produit, eh bien, il doit être reproductible. Donc la première approche, c'est évidemment as code. Ça fait partie de notre culture de faire les choses as code. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je viens du monde du config management. J'ai fait énormément de Puppet, j'ai fait beaucoup de Terraform. Et bizarrement, sur les labs, je fais quasiment que des scripts shell. Je fais quasiment pas de Terraform ou de Puppet. Pourquoi ? Parce que mes labs, ils ne convergent pas. Ce pas des choses qui doivent converger dans le temps vers un état cible. L'idée d'un lab, c'est justement qu'il doit pouvoir être reconstruit et redémarré depuis zéro à chaque fois. Si je ne peux pas redémarrer, reconstruire un lab depuis zéro à chaque fois que j'en ai besoin, ça va être compliqué de le maintenir sur la durée, puisque à chaque fois qu'un utilisateur consomme le lab, ça doit repartir d'un état propre. Donc tout doit être géré sous forme de code. Alors là, je ne vous ai pas tout montré en fait, parce que j'ai une image de base, j'en parlerai un petit peu après, mais ça c'est un exemple d'un lab. C'est géré avec un outil qui s'appelle Instruct, et puis donc le code est géré sous forme de script, évidemment, ça c'est logique, le code c'est du code. Il y a des scripts de setup, des scripts qui vont vérifier si la solution fournie par l'utilisateur est correcte, et des scripts qui vont résoudre le problème à la place de l'utilisateur. Le contenu lui-même doit être sous forme de code, donc en l'occurrence c'est les assignments.md, c'est des fichiers Markdown avec des entêtes YAML pour les métadonnées. Les assets eux-mêmes sont inclus dedans, donc ça va être les images qui vont être incluses à l'intérieur des instructions. Et puis les extensions elles-mêmes, je parlerai un petit peu de ça. Il y a des extensions que j'ai rajoutées parce qu'il me manquait des fonctionnalités. Elles doivent être également fournies dans le code et committées avec. Donc évidemment, la première étape, une fois que j'ai ça, ça va être la partie CI/CD. Comment est-ce que je vais tester et valider et déployer les labs sur la plateforme. Alors dans Instruct, je pourrais très bien utiliser l'UI, je pourrais cliquer, générer mes labs, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de gérer sous forme de code. Donc, je vais avoir deux workflows GitHub Actions que j'ai créés. Le premier workflow, c'est un workflow qui va gérer des pull requests. À chaque fois que j'ai un nouveau lab ou que je mets à jour un lab, je vais passer par une pull request. Dans cette pull request, je vais pouvoir vérifier le lab, vérifier qu'il a les bonnes métadonnées, que la qualité est présente. Ça peut être des vérifications syntaxiques, d'orthographe, etc. Je vais avoir des tests automatiques et puis la génération des PDF sous forme d'artefacts. Comme ça, je vais pouvoir regarder dans la pull request le PDF qui a été généré pour les utilisateurs. Et puis, le deuxième workflow, c'est quand la pull request est fermée. Et quand la pull request est fermée, ça doit pousser le lab sur la plateforme d'Instruct et puis mettre à jour des caches que j'ai pour la partie site web, etc. Donc la première partie, c'est la validation. La validation, typiquement, je vais avoir une partie purement validation qui va utiliser la commande instruct track validate, qui va valider que la syntaxe est correcte, que l'arborescence est correcte. Je vais aussi, comme j'ai dit, faire des checks d'orthographe sur le contenu, par exemple, vérifier que mes tags sont corrects, que je n'ai pas des labs qui sont prévus pour durer 5 heures et qu'il y a des gens qui vont laisser la VM tourner pendant 5 heures parce que ça va me coûter cher. Donc pas mal de checks comme ça. Et puis ensuite, je vais rajouter un suffixe à mon lab. Donc par exemple, si mon lab s'appelle Cilium Getting Started, ça va être Cilium Getting Started-PR avec le numéro de la pull request que je récupère depuis les métadonnées envoyées par GitHub et faire quelques petits ajustements. Donc justement, sur ma version de dev, je vais autoriser à ce que le lab il puisse durer 10 heures parce que peut-être que je vais passer la journée à le débugger dans ma pull request. Donc je n'ai pas envie que ça arrête au bout d'une heure. Puis ensuite, je vais pousser cette version de développement sur Instruct. Donc là, j'ai une version de développement qui est poussée qui va me permettre de tester. Et enfin, je vais générer un PDF. Alors ça, malheureusement, ce n'est pas une fonctionnalité standard d'Instruct. Donc j'ai un script, j'ai un programme en Go qui va parser le Markdown fourni avec le lab, donc qui permet de générer le lab pour Instruct et qui va générer un PDF spécifique pour ça.
Alors pourquoi je fais ça? D'abord parce que je me suis rendu compte que ça résolvait des problèmes de friction côté utilisateur, j'en reparlerai après, mais aussi parce que je me suis rendu compte que quand je veux revoir un lab et l'état d'un lab, c'est beaucoup plus facile de comprendre les instructions en lisant le PDF qu'en jouant le lab de manière intégrale. Donc je rends le PDF disponible sous forme d'artefact dans la pull request pour pouvoir le télécharger et le relire. Et puis rapidement, j'ai eu des pull requests où j'ai plusieurs labs qui sont modifiés en parallèle. Et puis il fallait attendre que le premier lab passe pour pouvoir faire le deuxième, pour pouvoir faire le troisième, etc. Donc je suis passé à une approche matricielle où je peux avoir plusieurs labs impactés par une pull request. Et typiquement, j'en reparlerai après, des fois je peux toucher à des sandbox de base des labs qui impactent plusieurs labs. Je vais calculer quels sont les labs impactés par ce changement. Donc, je peux mettre à jour la version de Cilium par exemple et ça va impacter 15 labs différents. Donc je vais calculer quels sont les labs impactés et pour tous ces labs, je vais générer une version de dev avec le suffixe comme j'ai indiqué, pousser la version de dev et ensuite tester tous ces labs en parallèle. Ce qui va me permettre de tester, là en l'occurrence je crois que j'ai 17 labs qui sont testés en à peu près 5 minutes et de trouver rapidement s'il y a un lab qui échoue sans attendre que tout soit testé. Et puis j'ai rajouté du versionning également pour pouvoir suivre l'évolution des labs. Ça encore, c'est quelque chose qui n'est pas standard dans Instruct. Mais une petite note là-dessus, c'est que mon versionning il est tourné vers le côté utilisateur. C'est-à-dire pour moi, une version, c'est pas tant est-ce que j'ai changé quelque chose de majeur dans le lab. Par exemple, si je mets à jour Cilium, même en version majeure dans mon lab, ce n'est pas forcément un changement majeur. Ça peut être un changement patch en fait pour moi. L'impact pour moi, c'est changement majeur, ça veut dire que le lab n'a plus rien à voir. C'est un lab différent. Avant, on parlait de X, maintenant, on parle de Y. Je ne sais pas s'il peut s'agir d'authentification mutuelle. Avant, c'était fait avec une techno. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Ça se configure complètement différemment. C'est un changement complet du lab. Une version mineure, c'est des nouvelles fonctionnalités. J'ai rajouté une partie au lab. Si un utilisateur a déjà fait le lab, c'est intéressant toujours qu'il le refasse. Il ne va pas tout réapprendre, mais il y a des nouvelles choses. Et puis, une version patch, pour moi, il n'y a pas de changement d'un point de vue de l'utilisateur. Il y a peut-être quelques corrections, des choses qui ne marchaient pas bien, une typo qui a été corrigée, mais peut-être que la version de Cilium a complètement changé. C'est quand même une version patch, parce que pour l'utilisateur, ça n'a rien changé. Il n'y a pas de raison qu'il le refasse. Une petite démo. Alors je dis démo, ça va être pour vous montrer à quoi ça peut ressembler typiquement dans GitHub. Et est-ce que je vais y arriver? Ouais, c'est bon. Donc voilà un exemple de pull request, donc de GitHub Actions, sur lequel j'ai pas mal de changements. Je crois que j'ai 17 labs qui ont été impactés ici. Donc j'ai une sandbox de base qui a été modifiée et qui impacte 17 labs. Donc j'ai changé, mon changement en soi, c'est le changement de sandbox avec la nouvelle version de Cilium. Donc j'ai une première partie qui va calculer, je vais laisser ça là en fait. J'ai une première partie qui va calculer les changements, qui va pousser la sandbox ou les sandbox qui ont été modifiés, et puis ensuite qui va modifier les 17 labs impactés. Est-ce que j'arrive à récupérer la souris quelque part? Voilà. Tac. Donc ça pousse tous les 17 labs impactés. Ensuite, j'ai quelque chose qui va envoyer la liste de ces labs dans la pull request pour pouvoir les tester manuellement. Et puis ensuite, les tests automatiques dont je vais parler juste après. Et là, c'est dommage, il y a un truc qui n'est pas passé. Mais en fait, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que si ça ne passe pas là, c'est plutôt bien. Parce que si ça casse ici, je sais à l'avance que mon lab ne marcherait pas si je le poussais en production. Donc c'est mieux plutôt que je le pousse en production et qu'il y ait effectivement des utilisateurs qui n'arrivent pas à l'utiliser. Donc là, je suis content. J'ai un test qui ne passe pas. Donc ça veut dire que j'ai du travail à faire pour que cette pull request soit prête à être mergée. J'ai dit des mots très rapides. Deuxième partie, justement, parce qu'on parle de test, je voudrais parler de qualité et de maintenance. C'est un truc. Ouais. La première partie dont j'ai parlé là, c'est les tests, je vais revenir là-dessus. Mais il y a une autre partie qui est la partie monitoring, les retours. Qu'est-ce que ça va être que le monitoring dans le cas de mes labs? Quand je parle de qualité ici, je ne parle pas de perfection, je ne parle pas non plus forcément de qualité purement technique. La qualité, ça peut être de la qualité de contenu aussi. Est-ce que le contenu est clair? Est-ce que le contenu est à jour? Est-ce que le contenu est fiable? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a suffisamment peu de friction? Est-ce que les utilisateurs vont être coincés en utilisant le contenu? Donc la qualité, ce n'est pas seulement le contenu aussi, c'est l'expérience vécue par l'utilisateur et c'est ça qu'on va regarder entre autres.
Pour moi, un lab cassé, c'est un bug en production. Je veux le savoir. Je veux le savoir tout de suite. Et Instruct, il ne me donne pas forcément cette information-là. Si je commence à avoir une mise à jour dans Azure qui fait que mon lab Azure, il plante et que c'est plus possible de le démarrer, ça impacte l'expérience utilisateur de notre produit. Donc, il faut que ce soit corrigé. Il faut que ce soit corrigé rapidement. C'est un bug. Donc, la première partie, c'est les tests. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans la partie CI. Il y a une commande avec Instruct qui s'appelle Instruct Track Test. Et ce que ça fait, ça pourrait être fait avec une autre plateforme. Je montre l'exemple avec Instruct, c'est juste un exemple. Ça va démarrer le lab. Donc là, on voit le démarrage de la VM. Donc déjà, si ça passe, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, pour chaque challenge du lab, ça va lancer le script de setup. Donc ça, si ça passe pas, je vais le voir également. Et ensuite, ça va lancer le script de check, vérifier que le check échoue. Ensuite, lancer le script de résolution automatique, vérifier qu'il fonctionne, et relancer une deuxième fois le script de check et vérifier que cette fois-ci, il passe. Donc ça va valider que les utilisateurs, quand ils vont démarrer l'environnement, ils vont avoir déjà le setup qui va bien se passer, qu'ils ne vont pas être capables de cliquer sur check tant qu'ils n'ont pas résolu le problème, tant qu'ils n'ont pas résolu les instructions. Donc le check sert réellement à quelque chose, qu'on est capable de résoudre à la place de l'utilisateur automatiquement, c'est-à-dire qu'on est capable aussi de passer à l'étape suivante automatiquement si on veut, et que quand l'utilisateur a résolu en utilisant les instructions qu'on leur a données, effectivement, le check passe toujours. Ça peut casser d'une release à une autre facilement. Donc il faut le vérifier. Attention, c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément suffisant. Ce n'est pas forcément suffisant parce que les instructions ont peut-être évolué. Ce n'est pas parce que les checks passent que le lab est valide. Peut-être que je dis aux utilisateurs, vous allez lancer telle commande et vous allez voir ça, et qu'en fait, le ça, il a changé. Peut-être que je leur dis, regardez dans l'interface web, vous allez voir tel truc, et qu'en fait, l'interface web, elle ne ressemble plus du tout à ça. Donc il y a encore, une fois que les tests passent, une étape forcément de validation manuelle, où je vais devoir m'assurer qu'effectivement, toutes les instructions correspondent encore à ce qui est écrit. Et puis, il y a la partie feedback, il y a la partie monitoring. Comment je fais pour monitorer ce qui se passe? Là, je vais récupérer beaucoup d'événements. Là, j'ai une souris qui se balade. Je vais récupérer beaucoup d'événements qui viennent de l'API d'Instruct. Et mon choix, ça a été d'envoyer ça dans Slack, parce qu'on utilise beaucoup Slack. Donc j'utilise Slack comme une plateforme, j'aime bien. Donc j'ai plusieurs canaux de communication dans Slack sur lesquels j'envoie différents événements. Typiquement, un canal pour les alertes de lab. Là, je vais récupérer tout ce qui est urgent, en fait. Tout ce qui a trait aux labs qui sont cassés, l'expérience utilisateur qui est problématique. Donc, par exemple, une VM qui ne démarre pas, je veux le voir tout de suite dans ce canal-là. Un script de check qui ne se comporte pas correctement, je veux le détecter et le voir dans ce canal-là, et je vais le traiter comme un bug. Potentiellement, je vais mettre tout de suite le lab en maintenance et je vais aller corriger pour que l'expérience utilisateur soit correcte. Et puis là, j'ai un canal sur lequel j'ai un suivi des badges qui sont décernés. Je reparlerai des badges après. Instruct Lab Events, c'est mes logs en fait. Je montrerai un petit peu ça. Donc c'est des logs riches avec toutes les sessions et qu'est-ce qui se passe. Essayer de comprendre un peu la logique des utilisateurs aussi. Instruct Lab Feedbacks avec les retours utilisateurs, on va dire manuels, quand les utilisateurs me donnent du feedback et qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'ai aimé, etc. C'est pareil, je veux traiter ça comme du monitoring. Et puis ici, j'ai un canal qui est mis à jour automatiquement depuis GitHub Actions. Quand on merge une pull request, je veux savoir quels sont les labs qui ont été mis à jour, par quelle pull request, par qui et pourquoi. Et puis enfin, j'ai un canal un peu générique pour les questions-réponses avec l'équipe. Donc le monitoring, pour moi, ça ressemble à ça. Ce qui est génial avec Slack, c'est que c'est une plateforme avec une API. Ce n'est pas juste envoyer des messages, on peut le programmer. On peut faire, moi je me suis bien éclaté, on peut faire des cartes avec des blocs. Donc j'ai des blocs riches comme ça, sur lesquels j'ai typiquement le lab qui est en train d'être joué, avec un lien qui permet de cliquer dessus pour y aller. J'ai le rapport, les logs, un accès au terminal si la VM tourne encore, la version qui est en cours d'exécution. Et puis, il va y avoir différents types d'informations. Donc là, par exemple, j'ai un bug qui est détecté dans un script de check. Concrètement, c'est quoi? Quand un utilisateur clique sur check, il y a un script qui est exécuté. Et si ce script échoue d'une manière que je n'ai pas prévue, il y a un message générique qui est envoyé par Instruct qui est Something went wrong with your solution, quelque chose comme ça. Donc ça, je récupère ça et je traite ça comme une erreur. Je sais que si cette erreur est renvoyée à l'utilisateur, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé mais que je n'ai pas prévu, donc je dois le prévoir. Ça peut être que l'utilisateur a fourni un YAML qui n'est pas parsable, par exemple, et que je n'ai pas vérifié qu'il était parsable avant de le parser, donc mon parsing échoue. Donc ça veut dire que dans mon script, je dois
essayer de parser d'abord et dire et faire une erreur. Ce YAML n'est pas parsable pour que l'erreur soit claire pour l'utilisateur. C'est un bug de mon côté. Ici, j'ai typiquement dans le channel feedback des retours d'utilisateurs, et ça, pareil, je dois le traiter comme un bug. Donc, je vais avoir le suivi des sessions, le suivi des alertes, etc. Pour moi, un bug dans l'utilisation du lab, c'est un bug. Un check qui échoue sans message clair, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un bug, je dois le traiter comme un bug. Une explication qui n'est pas claire, c'est un bug. Si un utilisateur qui dit « ça fait 5 fois que j'essaye de passer, je ne comprends pas comment il faut le résoudre », ça veut dire que je n'ai pas bien expliqué, c'est un bug dans le produit. Tout doit être explicite. Si vous tapez ça, vous allez voir ça. Si vous cliquez là, vous allez voir ça. Donc les logs, typiquement, j'ai choisi de faire des logs sous forme de thread dans Slack, donc avec une carte qui résume un petit peu les informations génériques de la session. Donc là, on voit par exemple que c'est un développeur play, parce que c'est moi qui suis en train de jouer le truc. Et puis ensuite, je vais avoir dans le thread différentes réponses qui vont correspondre aux différents événements de la session. Par exemple, ici, le challenge a été fini, le challenge a été essayé mais pas réussi, et je vois l'erreur que l'utilisateur a reçue. Et à la fin, par exemple, je vais avoir les données de télémétrie avec les logs, etc., qui vont permettre de débugger. Si j'ai un utilisateur qui contacte les sales, par exemple, et qui va dire « Ah, ça fait 5 fois que j'essaye de finir ce lab, il est cassé, ça ne marche pas », je vais pouvoir aller regarder dans les logs et dire « Non, en fait, il n'a pas bien compris ce truc-là, mais peut-être que je devrais le corriger. » Mais je vais pouvoir comprendre ce qui s'est passé. C'est le but. Et puis, j'ai une intégration, je ne vais pas en parler énormément là, dans HubSpot, donc qui est notre outil de CRM, qui va là me permettre de récupérer pas mal de statistiques, pas mal de métriques, notamment pour pouvoir comprendre l'utilisation des labs de manière analytique, on va dire. C'est-à-dire comprendre quelles sont les invitations qui ont été utilisées pour quels événements, quels labs ont été démarrés pour quel événement, est-ce que les labs sont plus facilement finis quand les gens les démarrent sur mobile ou sur desktop, est-ce qu'ils sont plus facilement finis quand ils ont démarré depuis le site web ou quand ils étaient à un workshop, etc. Et essayer d'adapter. Pour ça, tout ça, pour moi, c'est des informations de friction qui peuvent être ajustées. Et ça nous amène justement, je vais vérifier juste un truc, ça nous amène justement au dernier point, qui est pour moi le point le plus important, c'est l'aspect humain. Comme je dirais dans une approche DevOps, l'aspect humain, ça reste le plus important. Les outils, c'est juste une manière de résoudre des problématiques humaines. Les outils, j'en ai parlé, mais l'aspect humain, c'est le plus important et c'est la partie planification ici. Comment est-ce qu'on va planifier les choses pour que le lab il ait réellement un impact? Parce que j'ai beau faire des labs qui sont monitorés, qui sont bien déployés, qui passent par une CI, etc. Si je veux avoir 100 000 personnes qui font mes labs, ce n'est pas suffisant. Donc, un lab, c'est un artefact produit, et ça se conçoit du coup pour des humains, parce que les utilisateurs, c'est des humains. Il me semble que c'était à une conférence Perl, il me semble, un développeur qui avait dit on a tendance à se focaliser sur l'interne, sur l'implémentation, parce qu'on aime bien en tant que développeur se focaliser sur l'implémentation, mais le meilleur programme qui soit, qui a très très bien été codé, si l'interface est inutilisable, personne ne va l'utiliser. Donc l'interface, c'est extrêmement important. Alors une première chose, c'est que je fais des labs autour de Kubernetes et autour de la sécurité du réseau Kubernetes. C'est des sujets qui sont complexes. C'est des sujets où souvent on a des clients, on a des utilisateurs qui ont des milliers de nœuds sur des énormes clusters. Je ne peux pas démarrer des clusters de 3000 nœuds à chaque fois que je veux présenter les fonctionnalités. Donc le but, ça va être déjà de se focaliser sur les concepts plutôt que sur réellement les solutions techniques telles qu'elles vont être présentées ou utilisées réellement. Est-ce que je peux conceptualiser au maximum pour rendre le lab le plus léger possible tout en enseignant les concepts? En l'occurrence, je vais faire le choix d'utiliser Kind pour Kubernetes. Alors c'est fait pour tester, mais ça marche très bien. Et ça me permet d'avoir un cluster en 1 minute. D'utiliser Container Lab pour toute la partie réseau. Encore une fois, ce n'est pas du vrai réseau de prod, mais c'est largement suffisant pour modéliser. Et puis d'avoir une VM qui inclut le maximum de choses dès le départ. Donc pourquoi Kind? Au départ, on utilisait K3S, mais K3S, ça voulait dire plusieurs nœuds. Ça voulait dire que j'étais obligé, parce qu'il prenait du temps à s'installer, donc j'étais obligé de conserver son état et de le redémarrer. Avec Kind, je peux démarrer from scratch à chaque fois, donc je sais que j'ai un truc propre à chaque fois. Et donc, je vais avoir, en règle générale, sur ma VM de base, j'ai un control plane, 2 workers, vraiment le truc minimum pour avoir un cluster Kubernetes, on va dire fonctionnel pour une démo. Je n'ai pas de CNI, donc je désactive la CNI. Souvent même, je désactive kube-proxy aussi. Et puis, j'ai des ports forwardés vers la VM
pour pouvoir y accéder pour mes démos. C'est vraiment minimal. Évidemment, ce n'est pas de la prod, mais pour enseigner les concepts, c'est suffisant. Et puis, je vais aussi télécharger les images CRI de mon cluster Kind sur l'image de base pour que ça démarre plus vite. Pour la partie réseau, typiquement, on a des labs qui montrent l'intégration de Cilium avec BGP. Je ne vais pas démarrer des switches, je ne vais pas démarrer des routeurs. Donc, j'ai besoin de, encore une fois, simuler un environnement de la manière la plus simple possible. Et il y a un outil extraordinaire qui s'appelle Container Lab. Container Lab, c'est un wrapper autour de Docker qui permet, de manière déclarative, de faire une topologie réseau. Et il va monter ça sous forme de conteneur, donc sur la même VM que mes conteneurs pour Kind. Donc, j'ai tout sous forme de conteneur. Et ensuite, je vais attribuer des adresses IP, monter du routage entre mes différents nœuds, etc., pour modéliser mon environnement réseau. Et là, avec une VM, j'ai des conteneurs pour modéliser le réseau, des conteneurs pour modéliser Kubernetes, et ça me permet d'être très léger pour expliquer mes concepts. Et puis, la partie efficience. Ça, c'est important. Alors, évidemment, je peux aller plus vite avec Kind, je peux aller plus vite avec Container Lab. Je sais bien, et ça je l'ai vu plusieurs fois, que les utilisateurs, s'ils démarrent un lab et que ça met plus de 2 minutes à démarrer, ils vont laisser l'onglet dans un coin, ils vont aller faire autre chose, ils vont aller sur Twitter ou Blue Sky, autre chose, ils vont revenir un quart d'heure plus tard, et puis moi, je n'ai pas du tout envie que mes labs ils tournent un quart d'heure pour rien, parce que ça me fait perdre de l'argent. Et puis en même temps, s'ils tournent un quart d'heure, ils vont peut-être faire un time-out, donc ils vont le relancer, donc il faut que j'optimise le temps de démarrage le plus possible. J'ai 2 manières d'optimiser le temps de démarrage. D'abord, en parallélisant au maximum. Si je peux démarrer Container Lab en même temps que Kind, par exemple, et vérifier l'état après pour la consistance éventuelle, je vais gagner du temps. Mais surtout, il y a un concept dans Instruct qui est le concept de preset sandbox, qui va me permettre de partager les scripts de setup entre plusieurs labs. Et donc, j'ai à l'heure actuelle 2 presets principaux. J'ai un preset où je monte donc j'ai une VM qui démarre, je démarre un Kind avec 2 workers et pas de kubeproxy. Donc ça me gagne à peu près 2 minutes, le temps de démarrer la VM sur GCP et de démarrer Kind. Et puis j'en ai un qui démarre uniquement la VM sans Kind parce que je vais avoir besoin de déployer du Container Lab ou autre chose. Ça me gagne 1 minute. 1 minute, c'est déjà ça. Ça dépend de ce que je fais faire aux utilisateurs derrière. Et puis après, pour gagner ce temps-là, il faut que ce soit déjà prêt, en fait, ces VM-là. Donc il y a un concept de hot start pools, donc des pools, des nombres de VM qui sont déjà démarrés, qui vont être associés à ces presets. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'à l'heure actuelle, j'ai principalement 2 pools comme ça, avec 2 VM permanentes sur chaque. Le principe, c'est que je dis à ma plateforme, garde-moi toujours prédémarré 2 VM avec Kind et pas de kubeproxy, et 2 VM standard. Et j'ai à peu près une vingtaine de labs sur chacune de ces pools. Ce qui fait qu'en moyenne, sachant qu'il me faut 2 minutes pour démarrer ces choses-là, si j'ai un utilisateur toutes les 30 secondes ou toutes les minutes qui vient et qui démarre un lab, il doit avoir une VM qui est prête à démarrer. Et donc mon lab, il va démarrer en 10, 20, 30 secondes. J'espère que ceux qui ont utilisé mon lab peuvent confirmer qu'en règle générale, c'est l'ordre de grandeur. Donc le principe, c'est réduire la friction, ça augmente l'engagement. Et la friction, elle ne va pas être évidente toujours. Il faut aller la chercher, la friction. Il faut trouver où est-ce qu'elle est, la friction. Elle n'est pas toujours simple à trouver. Et une des frictions, c'est nos biais cognitifs. On est humain, on a une manière dont notre cerveau fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je trouve que c'est passionnant de regarder tous les biais cognitifs. Mais on sait que notre cerveau, il va réagir à certaines choses. Et on sait notamment que la gamification, par exemple, le fait de rendre les choses sympas, on va dire marrantes, ça nous aide à apprendre. Un des meilleurs commentaires peut-être que j'ai eu de retour sur les labs sur LinkedIn, c'était quelqu'un qui avait fait une quinzaine de nos labs et qui avait dit, il faut bien le dire quand même, c'est pas évident de rendre des sujets comme Cilium ou Tetragon drôles à apprendre. Alors, moi je trouve pas ça drôle, mais en le rendant drôle, je sais que mon cerveau va plus facilement apprendre et va être prêt à faire plus d'efforts. Donc la gamification, ça en fait partie. Et c'est pas juste, ouais, c'est rigolo, c'est machin, on a fait des autocollants et tout, ça va attirer plus de gens. C'est vraiment un process qui va faire que des sujets complexes vont être plus simples à apprendre. Le storytelling, la communication narrative, ça va avec aussi. La plupart de nos labs, ils sont basés sur des histoires basées sur Star Wars ou autre chose. Pareil, c'est sympa, mais ça peut aider aussi parce que ça peut permettre de faire des modèles mentaux qui vont être plus simples pour comprendre les concepts.
Les badges, la gratification, j'en reparlerai après. Et puis, j'ai été un petit peu plus loin avec la carte et puis les types d'événements, j'en reparlerai également après. Juste une petite note, parce qu'on a différentes manières d'accéder au lab. Donc, juste une note technique là-dessus. On a des gens qui accèdent par le site web, d'autres qui accèdent par la carte, par le kiosque, je vais en parler après. J'avais besoin à un moment de centraliser ça pour éviter d'avoir une trop grande dette technique à ce niveau-là. Donc, j'ai eu besoin de créer un proxy pour gérer les multiples authentifications et rediriger et avoir des logs. Ça va un peu avec la partie monitoring, d'essayer de comprendre d'où les gens viennent. Est-ce que les gens ont accédé depuis le site, depuis un webinaire, etc., pour comprendre leur parcours. Et ça va avec la réduction de friction aussi, d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a un impact entre la manière dont ils ont accédé et, par exemple, le pourcentage de complétion qu'ils ont sur le lab. Donc, si on augmente la partie fun, on augmente également l'engagement. Pardon, oups là, c'est violent ça. Une des choses que j'ai commencé à faire il y a 3 ans, ça a été de commencer à faire des badges. Alors les badges, c'est sympa. Les badges, ça permet de collectionner des trucs, mais surtout l'idée, c'est de récompenser et d'encourager les gens à continuer. On sait que quand on commence une collection de quelque chose, on aime bien continuer. Donc on a fait différents types de badges au fur et à mesure. Au début, c'était des badges qui étaient sur les introductions aux produits, donc les badges Getting Started sur différents produits. Ensuite, on a introduit des badges Features, donc ça peut être des fonctionnalités spécifiques, là c'est Cluster Mesh, ça pourrait être Gateway API, etc. Des labs Capstone, qui sont soit des features avancées, soit des intégrations, par exemple avec Grafana, avec Splunk, etc. Des badges Discovery, où là l'idée c'est d'avoir des labs courts, 15-20 minutes, qu'on peut faire au stand pendant les conférences. Récemment, ça fait 1 an déjà, j'ai fait un badge Fondation, où l'idée c'était un lab centré sur les prérequis. Si vous voulez comprendre la valeur de LB IPAM et BGP, par exemple, il faut déjà comprendre le réseau Kubernetes, donc un lab focalisé sur les prérequis pour comprendre les fonctionnalités. Et puis un truc pour encourager à aller plus loin, c'est qu'une fois tous les 10 badges, on reçoit un badge 10, puis 20, puis 30, puis 40 pour encourager les champions. Et puis l'idée, c'est la collection, un truc qui m'a bien fait marrer. D'ailleurs, si vous avez fait des labs, venez me voir après, parce que j'ai des stickers. Donc j'ai des stickers avec les badges, ce qui fait qu'on peut en faire une collection physique, les mettre sur vos laptops, autre chose. Des fois, j'ai le collector aussi, mais je ne l'ai pas pris aujourd'hui. L'équilibre, et ça, c'est assez intéressant aussi, je pense. Il y a un équilibre à trouver entre simplicité et mérite. On ne voulait pas que ces badges soient juste j'ai suivi des instructions, j'ai fait clic, 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 j'ai un badge. Ça, ce n'était pas acceptable. Il fallait qu'il y ait un challenge quand même. Donc, tous les badges sont associés à des labs où, à la fin, il y a un examen et il faut effectivement résoudre un problème technique. Il faut avoir compris le lab pour pouvoir le finir. Et puis, j'ai beaucoup de feedback là-dessus. Il y a à peu près peut-être la moitié des gens qui donnent du feedback qui disent c'était trop simple, j'ai pas eu d'effort à faire pour obtenir le badge, donc c'est pas bien. Et puis de l'autre côté, j'ai des gens qui me donnent un feedback qui disent j'ai pas réussi à avoir le badge, c'est vraiment trop compliqué. Et je me dis tant que j'ai la moitié-moitié de ces retours-là, c'est qu'on doit être pas trop mal. Je suis désolé pour les gens qui n'arrivent pas à avoir le badge, mais il faut qu'il y ait une limite quand même de compréhension du sujet pour l'avoir. Rapidement, on a commencé à avoir beaucoup de labs, on en a une 40aine maintenant, et ça a commencé à être difficile de dire aux gens par où est-ce qu'il faut commencer. Surtout quand on a des labs qui sont centrés sur comment le faire en 15-20 minutes à une conférence, d'autres qui sont en Getting Started, d'autres qui sont en Feature. Par où est-ce qu'il faut commencer pour explorer les labs? On a commencé à faire des listes avec des personnalités. Dire, si vous êtes plutôt un ingénieur plateforme, commencez par là. Si vous êtes plutôt un ingénieur réseau, voilà l'ordre dans lequel il faudrait faire. Si vous êtes plutôt sécurité, voilà l'ordre, etc. Et puis un jour, j'ai pris ces labs, j'ai pris ces listes, je les ai mis sous forme de tableau. Et j'ai fait, tiens, c'est marrant, il y a des labs qu'on recommande à tout le monde, en fait. Puis il y en a d'autres qui sont clairement plus sécurité, d'autres clairement plus réseau. Donc j'ai commencé à les organiser comme ça, et ça a commencé à ressembler à ça. Ça a commencé à ressembler à une carte. Donc j'avais la partie Layer 7, j'avais la partie réseau pur, la partie sécurité. J'ai fait, tiens, on a en fait, la sécurité, elle passe par là, elle revient là. Tac, la partie encryption, en fait, on la monte à plein de gens. La partie Grace Gateway, on la montre à peu près à tout le monde, etc. Je me suis dit, ce serait marrant de faire une carte, en fait, pour montrer ça aux utilisateurs. Donc, j'ai fait un proof of concept qui ne va pas marcher, c'est pas grave. Et au final, ça a donné ça. J'en suis à la 4e itération à peu près, avec l'idée de représenter les différentes personnalités, les différents intérêts sous forme de chemin sur la carte. Donc ici, on a la sécurité, le cloud architect, etc.
avec les différentes étapes et puis que les utilisateurs puissent suivre leur évolution. Donc ça encore, c'est pas juste pour faire joli, c'est une gamification qui fait quand on retourne sur la carte, on dit bah tiens, aujourd'hui je ferai bien ça parce qu'il me manque ça. Donc c'est encore une gamification qui aide à l'interaction et à l'engagement des utilisateurs. Régulièrement, et ça me fait plaisir, régulièrement sur LinkedIn, je vois des utilisateurs qui postent l'état de leur carte pour dire ah j'en suis là, j'ai fait la moitié, ou qui ont tout complété, qui postent l'état de leur carte plus tous les badges qu'ils ont reçus, etc. Et ça fait plaisir parce que je sais, disons, le meilleur retour que j'ai eu, c'est des utilisateurs qui ont dit s'il n'y avait pas cette carte, je n'aurais pas appris tout ça. Un petit peu plus loin, j'ai commencé à aller un peu plus loin l'année dernière avec le concept d'EBQuest. L'idée, c'est la carte, mais il y a aussi, je vais revenir à la slide d'avant, un leaderboard qui est là, qui montre les gens qui ont fait le plus de labs. On a lancé un EBQuest pendant la période de Noël l'année dernière, qui a duré 1 mois et demi. Je pense que le prochain, il durera un peu moins longtemps. Et l'idée, c'était faites le plus de labs que vous pouvez, et ceux qui arriveront en haut, en tête, ils recevront du swag, des cadeaux. Il y a 3 personnes quand même qui ont fait 42 labs en 1 mois. Donc, bien joué. Pour faire tout ça, pour réduire cette friction, Instruct n'était pas vraiment suffisant à mes besoins. J'ai dû rajouter des fonctionnalités, coder des extensions. Notamment, le premier peut-être, c'était le plus important, c'est la restauration de la progression. Des utilisateurs qui se plaignaient, qui disaient « j'ai pas eu le temps de finir, et maintenant je dois redémarrer le lab depuis le début, je dois tout refaire, j'ai mis 1 heure, donc ça m'embête de refaire tout ». Alors déjà, j'ai pu jouer sur les timeouts, dire peut-être que je peux leur laisser 1 demi-heure de plus. Il vaut mieux quelqu'un qui prend 1 demi-heure de plus sur son lab plutôt qu'il le relance 3 fois pendant 1 heure. Donc ça, il y a ça. Mais aussi, j'ai codé une extension qui permet de rejouer avec les scripts de solve, de résolution, de rejouer, de retourner à l'endroit où l'utilisateur s'était arrêté. De la même manière, j'avais des utilisateurs qui disaient je suis coincé dans l'examen, je n'ai pas assez d'informations, je n'ai pas envie de donner toutes les informations dès le départ parce que ce n'est pas drôle, mais je n'ai pas envie non plus qu'il y ait trop de gens qui n'aient pas le badge parce qu'ils sont super frustrés. Donc j'ai rajouté un système pour rajouter des indices. Au fur et à mesure que les utilisateurs échouent, ils vont avoir des indices supplémentaires qui vont se rajouter dans les instructions pour les aider à finir. Les badges automatiques, ça c'était du non négociable dès le départ. Parce qu'il y a des gens qui disent je suis censé avoir un badge et ça fait 5 minutes que j'ai fini le lab, je ne l'ai toujours pas. Il est où mon badge? Donc il fallait que ce soit automatique. Donc il y a une intégration automatique avec Credly. Et même comme ça, il y avait encore de la friction. Parce que les utilisateurs n'allaient pas regarder leur mail. Ils pensaient qu'ils allaient avoir un lien dans le lab pour récupérer leur badge. Et ça ne marche pas comme ça. Donc j'ai dû rajouter à plusieurs endroits des slides qui disaient « Attention, à la fin du lab, vous allez recevoir un mail de Credly et vous pouvez aller récupérer votre badge. » Et j'ai dû le mettre à 3 ou 4 endroits différents avant d'arrêter d'avoir des retours utilisateurs comme quoi ils ne trouvaient pas leur badge. Et ça arrive encore, mais beaucoup plus rarement. Et ça, vraiment, c'est des choses de friction où je sais que ce n'est pas technique, mais je sais qu'il y a un impact derrière parce que les gens vont aller se plaindre aux sales, ça embête les sales, et donc c'est un point de friction qu'il faut résoudre, de savoir comment les utilisateurs vont avoir leur badge automatiquement. La gestion des erreurs, j'en ai déjà parlé, mais pouvoir, moi, détecter les erreurs le plus rapidement et le plus efficacement possible, donc en l'occurrence avec Slack, et aussi donner une indication à l'utilisateur. Maintenant, je dis à l'utilisateur, je ne leur donne pas le détail de l'erreur, parce que souvent, ils n'ont pas grand-chose à faire avec, mais je leur dis, il y a eu un problème au moment du setup de ce lab, je ne sais pas comment le résoudre, redémarrer le lab, sinon il ne va pas bien se comporter. Mais au moins, ils ont l'information. Avant, ils devaient continuer avec un lab dégradé. Les intégrations, j'en ai parlé, donc Slack, HubSpot, qui ne sont pas standards dans Instruct. La partie leaderboard, la carte dont j'ai parlé. Des recommandations, ça c'était aussi un truc un peu intéressant de dire on envoie des mails aux utilisateurs après le lab, mais au final, est-ce qu'ils vont retourner sur la carte? Est-ce qu'ils vont faire autre chose? Je ne sais pas. J'ai les informations, dans HubSpot en l'occurrence, de quels labs ont été faits, donc je dois être capable de le matcher sur les chemins recommandés, que je connais déjà, et de pouvoir dire à l'utilisateur, va dans telle direction après. Donc maintenant, j'envoie des recommandations d'activités. Ça peut être un autre lab, ça peut être un webinar, ça peut être un livre à télécharger ou autre chose. La télémétrie qui va me permettre de comprendre ce qui s'est passé dans une session. Et la génération de PDF. Ça, c'est une grosse friction parce que j'avais des utilisateurs qui refaisaient 2 fois, 3 fois, 5 fois le même lab parce qu'ils ne se rappelaient plus de ce qu'ils avaient vu. Je dis ça un petit peu bête, je ne pense pas qu'ils aient besoin juste pour se rappeler d'une commande. Donc maintenant, je génère les PDF, vous avez vu dans la CI, et j'envoie le lien vers le PDF dans l'email de follow-up, ce qui permet aux utilisateurs de retrouver les informations. Tout ça, je dois l'intégrer, tout ça c'est du code
qui va permettre de faire ces extensions. Le but, c'était que ce soit toujours as code. Donc, comme je n'ai pas le moyen d'avoir des métadonnées avancées dans Instruct pour l'instant, peut-être dans la V2, j'utilise des tags composites pour ça. Donc, j'ai un tag badge, un tag published, etc., qui me permet d'attacher au lab, ici par exemple, l'identifiant du template de badge Credly, qui fait que quand mon lab est terminé, mon code va pouvoir parser l'état du lab, récupérer le tag et automatiquement générer le badge à partir de là. Pareil pour les versions, pour la durée, etc. Tout ce qui va être envoyé pour le suivi dans Slack, par exemple. Le but, c'est vraiment que ce soit le plus intégré au code possible. Pour ça, j'ai dû automatiser. Je suis parti au départ sur Zapier, donc du no-code. C'était simple, mais c'était lent. Des fois, il fallait 20 minutes pour avoir un badge. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'était pas flexible, parce que je n'avais pas accès vraiment au code. Et surtout, c'était cher. Donc, il y a 2 ans à peu près, j'ai tout passé sur Google Cloud. Avec une fonction par fonctionnalité dont j'avais besoin, et je paye 100 fois moins cher et c'est 100 fois plus rapide. Et c'est des ordres de grandeur réels. C'est vraiment, j'ai divisé le coût par 100 et les badges, ils arrivent dans les 30 secondes et les logs aussi. Donc j'ai repris le contrôle. Alors, je ne dis pas que Zapier c'est mal, que le no-code c'est mal, Zapier ou N8N ou autre chose. Je dis que c'était bien pour démarrer, mais que rapidement, quand j'ai voulu passer à l'échelle, il fallait que je reprenne contrôle du code et de l'automatisation. Pour ça, évidemment, je dois interagir avec l'API d'Instruct. Donc, j'ai créé une bibliothèque en Go pour le faire. Cette bibliothèque, elle est open source. Donc, si ça vous intéresse, que vous bossez avec Instruct, il y a cette bibliothèque Instruct Go donc dans le namespace Isovalent sur GitHub qui permet d'interagir avec l'API et toute mon automatisation est basée là-dessus. Donc, j'ai enseigné le DevOps pendant des années et mes étudiants, en règle générale, quand j'enseignais des sujets comme Puppet, Terraform, Docker, etc., ce qui les intéressait, c'était Puppet, Terraform, Docker, etc. Et souvent, j'avais des slides qui leur disaient « mais OK, mais fondamentalement, ce n'est pas le plus important, parce que ces outils ont été créés pour résoudre des problèmes qui sont plus importants. C'est des problèmes de silo, c'est ce qui a été dit ce matin à la keynote. C'est des problèmes de silo, c'est des problèmes de communication utilisateur. Il se trouve qu'avec des outils comme Kubernetes, on a trouvé des bonnes abstractions pour simplifier les interactions utilisateurs et pour faire en sorte que cette friction, elle passe dans des interfaces standardisées pour éviter qu'elle passe sur l'humain. Mais si on ignore l'humain, on ignore le problème initial et on va retomber dans les mêmes problèmes. C'est pareil pour les labs. La plateforme, elle est bien, je suis super content d'Instruct, c'est génial de construire des labs, mais si on ignore la partie humaine et la partie vraiment qui est comment est-ce qu'on fait pour apprendre et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit efficace, les meilleurs outils ne feront pas le travail à la place. Donc la plateforme ne suffit pas. Un lab, c'est un artefact produit, ce n'est pas purement un contenu de formation, il faut le traiter comme un artefact produit, mais il faut aussi prendre en compte qu'un artefact produit, ça doit prendre en compte l'utilisateur du produit. Voilà, si vous voulez me contacter, je suis toujours Rafling sur à peu près toutes les plateformes, et je vous remercie pour votre attention.